exemple, ce que les Grecs appelaient la sphère des fixes. Et en fait, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'en 1920, l'idée était que l'univers était quelque chose de statique, d'immuable, de permanent, qui ne changeait pas d'état. Alors dans les années 20, on ne savait même pas qu'il y avait plusieurs galaxies dans l'univers. Donc il y avait quand même beaucoup de questions. Mais c'est avec la théorie d'Einstein qu'on a pu comprendre, en essayant de modéliser une évolution ou non de l'univers. Il s'est avéré qu'avec les observations, avec les modèles qui étaient construits basés sur la théorie d'Einstein, que en fait, l'univers est en évolution. Donc c'est, en fait, tout notre univers est dynamique. Ce n'est pas quelque chose de statique. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, une des questions, c'est comment il en est arrivé à être peuplé de milliards de galaxies. Sous-entendu, il y a eu des temps reculés où il n'y avait pas de galaxies. Donc il y a eu des étapes dans l'histoire de l'univers qui a fait que des galaxies ont pu émerger. Mais encore avant, il y a eu des étapes dans l'histoire de l'univers qui ont fait que les premiers atomes ont pu apparaître, et ainsi de suite. Et puis on remonte, et puis on continue à se poser de nombreuses questions. Mais ça a été... Alors, je ne peux pas garantir de la véracité de cet impact, mais ce qu'on trouve parfois présenté comme, ils appellent ça une blessure narcissique, c'est de comprendre que non seulement l'univers était en évolution, donc qu'on n'avait pas toujours été là, par exemple, mais aussi que l'univers n'avait pas de centre. C'est-à-dire que nous n'avions pas nous-mêmes une place privilégiée dans l'univers. Donc ça a été un gros bouleversement. Évidemment, c'est aussi un bouleversement qui touche le gigantesque. L'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Les plus grandes distances qu'on observe dans l'univers, c'est des milliards d'années-lumière. Alors je ne peux même pas dire combien ça fait en kilomètres, mais il faut mettre une tripotée de zéro. Donc, je pense que on a compris, évidemment, et ça a changé beaucoup de choses, de la même manière qu'on a compris que la Terre n'était pas au centre du système solaire à l'époque de Copernic. Ensuite, pour la vie locale, alors locale, moi, de mon point de vue, quand je fais mes recherches, évidemment, locale, même notre galaxie, c'est déjà tout petit. Dans tous les cas, il y a des gens qui présentent ça comme ce qu'ils appellent les blessures narcissiques de l'humanité, comme il y a eu avec Darwin, comme il y a eu avec Copernic, ou on pourrait dire aussi avec éventuellement la psychanalyse, de se dire on n'est ni maître ni des êtres vivants à part du reste du vivant, on n'est pas au centre de l'univers et on est bourré d'inconscient, on n'est même pas maître de nous-mêmes. De la même manière qu'on habite la Terre, on est des habitants de l'univers. Et c'est toujours une question compliquée de parler d'origine quand on parle de l'évolution de l'univers. C'est compliqué parce qu'il faut être subtil. Quand on fait de la cosmologie physique, cette image d'univers en expansion avec espèce de point de départ qu'on appelle la singularité de Big Bang, déjà on n'a pas une notion de créateur. On n'est pas là pour se demander comment il a été créé, ce serait une sorte de cosmogonie, mais plutôt de dire j'essaie de comprendre comment il a évolué et quelle a été toute son histoire, mais je la comprends de l'intérieur. On ne peut pas sortir de l'univers, donc on remonte le passé, mais on n'est pas en train de sortir de l'univers, de s'extraire de l'espace et du temps pour en voir une possible création. Donc on n'a pas une question, par exemple, de création. Par contre, quand on approche de cet instant zéro, on sait qu'on est en train de pousser une théorie dans une limite qui ne fonctionne plus. Donc en fait, cet instant zéro, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, c'est plus une question scientifique qu'on peut aborder scientifiquement, plus qu'une origine. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que, étant donné cette, entre guillemets, mettons cette question de l'instant zéro de côté, puis on dit, je me décale un peu, quelques milliards de secondes après, les premières particules, tout cela évolue, se refroidit, les premiers atomes, puis petit à petit les premières étoiles.
et puis les premières galaxies, puis les premières planètes qui se forment autour des étoiles, et évidemment, à un moment, sur certaines de ces planètes, au moins une, la nôtre, le vivant qui apparaît. Par contre, tout ce qu'on observe, c'est que dans le vivant, il faut des molécules très complexes. Et pour faire des molécules complexes, il faut des atomes relativement complexes. L'atome de carbone, principalement, pour toutes les formes de vie qu'on connaît. Et l'atome de carbone, dans l'histoire de l'univers, il ne se forme pas n'importe quand. Il ne s'est pas formé dans les premiers instants. Dans les premières centaines de milliers d'années, ce sont des atomes très simples qui se forment. L'hydrogène, l'hélium, le beryllium, le lithium. C'est des atomes très légers. Pas d'oxygène, par exemple. On ne fait pas d'eau avec ça. Par contre, au fil de cette histoire, quand les étoiles se forment, au cœur des étoiles, il commence à y avoir des réactions nucléaires très complexes qui vont permettre de produire des atomes beaucoup plus complexes, comme l'oxygène, comme le carbone, qui vont se retrouver sur les planètes. Donc il y a quand même une question, si ce n'est d'origine, un peu d'enchaînement causal, qui fait que, sans dire que l'univers est là pour faire apparaître la vie, c'est pas du tout comme ça qu'on aborde les choses, parce qu'on observe que la vie est là, point barre, on ne remet pas ça en question. Par contre, effectivement, il a permis une diversité de planètes, d'objets, d'entités physiques, chimiques, telles que l'eau liquide, qui fait qu'à la fin, on peut avoir une grande diversité en atomes, en molécules, puis une grande diversité du vivant, qui s'échelonne du type d'astre. Entre les planètes, les astéroïdes, les étoiles, les galaxies, on ne parle pas du tout du même type d'astre. Au sein des planètes, des planètes très différenciées, même si on regarde notre système planétaire, entre celles qui ont de l'eau liquide, qui sont rocheuses, comme Mars, les géantes gazeuses. L'histoire de formation des planètes est quelque chose d'assez complexe, où il y a pu y avoir des migrations de planètes. Et puis sur une planète comme la Terre, où il y a de l'eau liquide, des molécules complexes et une grande diversité du vivant. C'est là que les questions d'échelle deviennent importantes. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais si je me souviens bien, tout notre système solaire, c'est 1 million de fois plus grand que la Terre. Toute notre galaxie est 1 million de fois plus grand que notre système solaire, 1 million de fois plus grand que la Terre. Notre galaxie, elle est dans un amas de galaxies qui est 1000 fois plus grand que notre galaxie, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, ce qui se passe sur Terre à l'échelle de l'univers, ça ne va pas changer grand-chose. Inversement, ce qui peut se passer à l'échelle de l'univers ne va pas changer grand-chose sur ce qui se passe ici. Quand je dis ici, on va dire notre système planétaire. Ça donne presque le vertige, des fois, quand on pense à tout cela. Je me dis qu'on pourrait peut-être un peu se voir dans notre capacité à appréhender tout cela. On devrait peut-être se voir aussi comme les gardiens de tout cela. Puisque nous arrivons à appréhender ce gigantisme cosmique, cette histoire qui part d'une soupe d'atomes avec juste quelques grumeaux, et qui à terme fait des milliards de galaxies, avec des milliards d'étoiles pour chacune, presque toutes sûrement constituées de systèmes planétaires, et qu'on peut avoir une telle diversité qui vient, entre guillemets, s'incarner sur Terre, et peut-être ailleurs, qu'on pourrait au moins essayer d'en être les gardiens. Mais aussi de cette diversité qui est détruite par nos activités techniques, nos modes de vie, mais aussi nos activités d'une certaine manière de connaissance. On peut aussi s'interroger est-ce que parfois les développements qu'on fait pour connaître, les développements technologiques, est-ce qu'à un moment on ne devrait pas forcément se les interdire? Moi, par exemple, dans certaines recherches, certains logiciels sont utilisés. On peut prendre par exemple l'intelligence artificielle, qui peut être utilisée pour faire des diagnostics très rapides pour des maladies comme le cancer.
et qui servent à faire de la reconnaissance faciale pour être espionnés. Donc, je me dis que se voir comme les gardiens de cette connaissance, mais cette connaissance, on ne l'acquiert que si les choses sont là. Si elles disparaissent, ça va être perdu. C'est pas du tout pareil de se dire peut-être qu'un jour ma maison va s'écrouler parce qu'il y a des vents, il y a l'érosion, il y a le soleil qui explose, que de se dire je mets volontairement le feu à ma maison. Donc je pense que c'est ça aussi une des leçons à retenir, c'est qu'on a un univers qui est merveilleux, qui est rempli de diversité, plein d'échelles. On peut essayer d'être les gardiens de ça et de pas, voilà, de pas y mettre le feu volontairement. Et puis, parlons de connaissance aussi, ça fait aussi partie, je veux dire, de l'évolution des connaissances ont permis aussi de mettre le doigt sur, par exemple, le réchauffement climatique, de comprendre mieux les écosystèmes. Ça permet de comprendre aussi à quel point on est lié à ces écosystèmes. J'imagine que dans d'autres domaines d'anthropologie, ça permet de comprendre qu'il n'y a pas seulement la manière occidentale de vivre, en voyant d'autres peuples, de se dire ah, ils vivent totalement différemment, et plutôt que d'y voir une absence de progrès, plutôt d'y voir une diversité heureuse et enrichissante, et je pense que ça peut être une des leçons qu'on tire